Padoue, Italie, hiver 1609. Un mathématicien observe la Lune. Il deviendra célèbre sous le nom de Galilée. 3 mois plus tard, ses découvertes sont recueillies dans un petit livre en latin. Imprimé à toute hâte, il est aussitôt chargé dans des barriques et envoyé dans toutes les cours d'Europe. Ce petit livre a changé la face du monde. Son titre, le Sidereus Nuncius, le messager des étoiles. En 2005, un exemplaire exceptionnel débarque à Manhattan, chez un grand marchand de livres rares. Le miracle est possible. Son originalité, il est signé de la main même de Galilée, et surtout, à la place des gravures à l'eau forte, figurent des aquarelles des faces de la Lune, peintes par le savant en personne. À peine apparu, l'exemplaire est authentifié. Le marché du livre ancien s'affole, les prix flambent. Nous parlons de millions de dollars. Le marché a raison de s'affoler, mais il s'affole pour un faux, le faux le plus original jamais imaginé. Le cerveau derrière tout cela est italien. Son nom, Massimo De Caro. Artiste génial ou simple faussaire? Quelles étaient les motivations de Massimo De Caro? Comment a-t-il procédé pour arriver à une telle perfection? Et comment un expert un peu sceptique a pu prouver que le livre était un faux? Vérone, aujourd'hui. Cet homme est assigné à résidence, comme Galilée le fut dans sa maison, sur les collines de Florence, à la fin de sa vie. Galileo, 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 Galileo. Le savant italien est depuis l'âge de 8 ans son héros, sa passion fixe. L'histoire des observations au télescope de Galilée, c'est l'histoire de la passion d'un homme, de son désir, le désir de Galilée d'observer des mondes que personne n'avait observés avant. Galilée n'a pas inventé la lunette astronomique. Il en a simplement amélioré la puissance et a surtout été le premier à penser à la diriger vers le ciel. Imaginons cette maison vénitienne à Padoue, en hiver, en décembre 1609, avec ce vent glacé qui pénètre les os. Il faut dire que le télescope lui-même, à l'époque, était très primitif. Galilée lui-même, par rapport à son télescope, a dû donner des instructions aux observateurs et leur enseigner quoi chercher avant qu'ils puissent bien voir. Galilée observe alors que les planètes ne sont plus fixes, que la Lune a des vallées, des montagnes et des phases, et que Jupiter a 4 lunes qui tournent autour d'elle. Toutes ces observations révolutionnaires, le savant italien les note et les commente dans un ouvrage unique, le Sidereus Nuncius.
La Terre n'est plus le centre immobile du monde. Le géocentrisme d'Aristote et de Ptolémée s'effondre. La foi chrétienne est menacée. Le monde devient fou. Luther avait déjà condamné Copernic. Les papes Paul V et Urbain VIII condamneront Galilée pour hérésie. Il mourut assigné à résidence après avoir renoncé officiellement à ses convictions scientifiques pour éviter le bûcher. Son crime, ses livres. 4 siècles plus tard, Massimo De Caro rend à son tour le monde fou. Son crime à lui, un livre aussi, mais un faux. Paris est avec New York et Milan, l'un des hauts lieux du marché du livre rare. Le livre a une nature particulière. On ne parle pas de collectionneur de livres, on parle de bibliophile. Le rapport qu'on peut avoir avec le plaisir de la lecture, par exemple, est un rapport qui est extrêmement intime, est un rapport amoureux. Je crois que c'est complètement une relation amoureuse. Oui, fondamentalement, une relation amoureuse. Un libraire tombe amoureux d'un livre différent chaque jour. Parfois, on tombe amoureux d'un livre parce qu'il est sans défense, parce qu'il est abîmé, parce qu'il a besoin qu'on le remette en condition. Et on ne sait même pas pourquoi. J'interviens parfois dans des écoles, avec des gamins de tout âge. Je leur mets un petit bandeau comme ça et je leur fais toucher des papiers qui ont été imprimés en caractère typographique. Selon l'époque, on ressentira plus ou moins donc, la profondeur des caractères. Un autre talent que peuvent développer les spécialistes, c'est d'évaluer les livres rien qu'à l'odeur. Ce n'est pas du fétichisme. On peut vraiment sentir quand de la colle a été utilisée récemment. Et cela peut vous alerter sur le fait que la reliure a été refaite. Un papier du XVe siècle n'a pas le même toucher ou le même genre de souplesse qu'un papier du XVIe ou du XVIIe siècle. On devient capable de sentir la qualité du papier et même d'entendre la différence en tournant les pages. Quand un livre est fait de papier de lin, le papier est craquant. Il fait un bruit, c'est une symphonie. Les odeurs qui se libèrent sont celles du tabac, du chocolat. C'est un bouquet, comme si on parlait d'un grand cru. La différence, c'est que le papier ancien a une âme. Le papier moderne est froid, c'est un support. Alors que le papier ancien n'est pas juste un support. Le papier ancien, c'est l'âme du livre. Le marché du livre rare a ses passions, ses codes, ses principes et ses œuvres cultes. Évidemment, certains livres sont iconiques sur le plan culturel, comme le premier Shakespeare, la Bible de Gutenberg, les Principes de Newton, le Siderus Nuncius de Galilée, tous ces livres qui sont devenus des symboles du savoir. Le livre le plus recherché, le plus célèbre, c'est la Bible de Gutenberg. Il existe une 50aine d'exemplaires, mais essentiellement dans des bibliothèques publiques. Et le dernier exemplaire passé en vente a été acquis, c'est tout un symbole, par Bill Gates. La valeur d'un livre ancien sur le marché tient à plusieurs choses. À la date de sa première édition et au nombre très restreint de ses premiers tirages, à l'impact révolutionnaire qu'il a eu dans l'histoire de l'humanité et au fait qu'il soit la pièce manquante d'une collection célèbre. Tout amateur, tout marchand, tout visiteur de salon peut espérer tout d'un coup trouver quelque chose qu'il recherchait depuis très très longtemps et qu'il pensait ne jamais pouvoir trouver. Pour un libraire ou un expert quel qu'il soit, on rêve toujours de trouver une chose absolument miraculeuse. C'est très excitant pour un historien de découvrir un nouveau document. Ça m'est arrivé de découvrir des documents nouveaux. Et je dois dire que je vis pour ça. Le premier qui met la main sur le livre que tout le marché attendait depuis toujours gagne tout. L'argent, la gloire, la réputation.
Et c'est sûrement ce qu'avait en tête un des plus grands marchands de Manhattan. Mars 2005. 2 Italiens ont rendez-vous chez Martha Janlan, au cœur de Manhattan. Filippo Rotundo et Massimo De Caro sont 2 érudits, marchands et passionnés de livres rares. Dans ce métier, tout est histoire de confiance. Richard Lannes est très respecté dans le petit monde des négociants en livres rares et Massimo De Caro n'était pas un inconnu pour lui. Ils ont déjà conclu de nombreuses affaires. Ce jour-là, ils apportent un trésor, un livre qui a peut-être encore plus de valeur que la Bible de Gutenberg. Une édition rare de Galilée, le Siderus Nuncius, publiée en 1610, avec sur la page titre la signature du savant et le cachet de l'Accademia dei Lincei à laquelle appartenait Galilée. Mais ce qui en fait son originalité et sa rareté, ce sont, à la place des gravures à l'eau forte des lunes, 5 aquarelles qui auraient été peintes par Galilée en personne. À la fébrilité de Richard Lannes, les 2 complices italiens pressentent légitimement que tout peut aller très vite. Mais il va pourtant falloir faire un petit détour par l'Europe. Mer du Nord, été 2005. Horst Bredkamp, un des plus grands Galiléens du monde, reçoit un mail qui est sans doute le mail de sa vie. J'étais en vacances près de la mer du Nord, où je me retire pour écrire mes livres en août. J'ai reçu un email avec une pièce jointe. J'ai ouvert cette pièce jointe. Elle contenait une page du Siderus Nuncius, sur laquelle il n'y avait pas une gravure, mais une illustration. Qu'à la place de cette gravure se trouve un dessin, cela m'a laissé totalement perplexe. Et j'ai écrit au propriétaire. C'est très intriguant, mais je ne suis pas intéressé. C'est sûrement une contrefaçon. Il m'a répondu qu'il était un expert spécialisé en livres, qu'il avait vu de nombreuses contrefaçons et que d'après son expérience, il pouvait me dire que ce n'était pas une contrefaçon. J'ai donc dit « Bien, à mon retour, je vais prendre un vol pour New York, mais à mes frais, car je ne veux pas me compromettre. » Parallèlement, Richard Lannes se tourne vers le grand savant Owen Gingerich, professeur émérite à Harvard, chercheur en astronomie et histoire des sciences, spécialiste de Kepler, Copernic et Galilée. En 2005, une copie du Siderus Nuncius de Galilée m'a été amenée ici, dans mon bureau, par un négociant en livres rares de New York, Richard Lannes, et 2 Italiens, Rotundo et De Caro. Richard Lannes a ouvert le livre et j'ai vu sur la page titre qu'il portait la signature de Galilée. Elle avait vraiment l'air authentique. Hélas, j'ai été dupé par cela, parce que c'était une signature que j'avais déjà vue avant dans la collection de la Bibliothèque du Vatican. Et donc, elle m'a paru correcte. Richard Lannes avait naturellement envie de l'acheter. S'il était vrai, et de la main de Galilée, ce serait un livre de très très grande valeur. Nous parlons de millions de dollars. Horst Bredkamp entre à son tour dans la danse et débarque à New York. J'ai bien sûr comparé scrupuleusement les gravures avec les dessins,
et ils étaient tout à fait similaires. Le savant allemand étudie depuis longtemps les dessins de la lune de Galilée. Dans l'exemplaire de l'âne, il remarque sur les aquarelles un dépôt noir qui ressemble à du goudron. Il suppose alors que ce trait appuyé pourrait être la matrice ayant servi à la reproduction des dessins. Et quand je me suis rendu compte que je voyais ici quelque chose que peu de gens peuvent reconnaître, j'ai pensé que cela pouvait être une preuve que ce n'était pas une contrefaçon. Et de là, les choses ont basculé dans l'autre sens et je me suis dit, non, c'est possible que j'ai ici devant moi l'exemplaire original de Galilée. Il faut vérifier au plus vite que le livre est vraiment authentique. En quelques jours, l'élite mondiale des experts est sur le pont. À chacun son héros. Harvard avec Owen Gingerich, Berlin avec Horst Bredkamp, Princeton avec Paul Needham. Mon premier contact avec le célèbre faux est survenu quand le négociant en livres qui le possédait, Richard Lann, m'a appelé en me demandant si je pouvais y jeter un œil. Il a dit qu'il avait déjà parlé à Horst Bredkamp des dessins de la Lune dans ce volume. Il voulait que je regarde le livre et c'est à ce moment-là que je l'ai vu pour la première fois. Personnellement, je ne m'intéresse pas beaucoup aux tests scientifiques. Je préfère regarder très soigneusement à l'œil nu, à partir de bonnes images de l'original. Et pour moi, dans ce cas précis, toutes les informations étaient là. Alors que Paul Needham n'a plus de doute sur l'authenticité du livre, Horst Bredkamp va aller encore plus loin. En fin limier, il va même découvrir des empreintes sur certaines pages et se met à rêver qu'elles pourraient bien être celles de Galilée. Il ira jusqu'à Florence, où sont conservées ses reliques. À un moment, nous avons tenté d'isoler le code génétique de ces empreintes digitales afin de le comparer avec le majeur de Galilée, qui est conservé à Florence comme relique, pour voir si ici, ici et ici, c'était bien la main de Galilée. Mais l'analyse du code génétique de Galilée ne permettra pas aux savants allemands de rêver plus longtemps. Mais c'est assez grandiose de constater la proximité que l'on peut avoir avec ces personnages historiques. C'est comme si on était là, à regarder par-dessus leur épaule. C'est un phénomène fascinant de la recherche sur les livres historiques. En moins de 2 ans, Bredkamp et Needham vont examiner plus de 80 exemplaires du Sidereus Nuncius, page après page, lettre par lettre, pour constituer un arbre d'erreurs. Mais il n'était pas rare au XVIIe siècle que les premières éditions comportent des erreurs. On peut trouver des fautes typographiques sur un titre. Pourquoi pas? Avant correction. Pourquoi pas? À l'époque, aucune impression n'est définitive. Les imprimeurs, après chaque tirage, recommencent leur travail avec les correcteurs. Pour moi, ça n'est pas la preuve d'un faux. Le fait qu'il y ait une erreur, effectivement, sur un des caractères d'un titre ou du texte. Dans le domaine de la librairie, on a peu de faussaires. C'est trop compliqué. Reconstituer le papier, refaire des relus, c'est trop compliqué, ça coûte trop cher. Faire un faux Warhol, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus rémunérateur. Le marché du livre rare est très peu exposé aux faussaires. Ces derniers se contentent généralement de quelques pages manquantes dans une édition exceptionnelle ou de 2 ou 3 lettres dans une correspondance célèbre. Il y a eu sur le marché il y a quelques années donc des lettres de Christophe Colomb, imprimées chez Planck, à Rome, qui étaient des faux. Très probablement. J'en ai eu entre les mains, je n'ai pas pu décider s'il s'agissait d'un faux ou pas, donc je l'ai rendu au vendeur. Je ne savais pas quoi dire. D'autant plus qu'il y avait une provenance extraordinaire, c'était la bibliothèque de Fernand Colomb, fils de Christophe Colomb. C'était presque trop. Je n'y ai pas cru.
Si c'était réellement un faux, ça valait 200 €. Si c'était bien, ça valait 1 million d'euros. C'était pas la même chose. Entre 2006 et 2008, Brett Camp et son équipe rassemblent les recherches collectives sur le Sidereus nuncius dans 2 volumes. Les chercheurs continuent leurs recherches et les marchands leur business. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Richard Lann, rassuré sur la provenance et l'authenticité du livre, peut faire le chèque de 450 000 $, imaginant bien revendre son trésor plusieurs millions. Pourtant, tous seront dupés, abusés, tous autant qu'ils sont. Pourquoi ? Parce que tout le monde attendait le miracle que Massimo avait eu l'intelligence de concevoir. Parce que personne ne pensait qu'il était possible de falsifier un livre dans son intégralité. Parce que l'enthousiasme fait perdre la raison, même aux savants les plus austères. Je leur ai donné exactement ce qu'ils voulaient voir. Dans la presse, ils ont même mis en doute l'authenticité des aquarelles qui sont à la Bibliothèque nationale de Florence. Les gens disaient que les aquarelles de mon livre étaient authentiques et que celles de Florence en étaient la copie. Et ça, pour moi, ce fut l'apothéose. Mais pour Massimo, qui croit avoir atteint l'apothéose, c'est d'un historien de la Renaissance à l'Université de Géorgie, écrivant une critique d'un livre de Brett Camp, que le coup de Trafalgar viendra. Le livre, l'original, le vrai Sidereus nuncius, le voilà. Nous avons ici une copie du Sidereus nuncius de Galilée, imprimée à Venise en mars 1610. Probablement la série de découvertes la plus importante jamais faite dans l'histoire de l'astronomie. Nous ne sommes pas à Padoue, ni à Florence, mais à Oxford avec Nick Wilding, ancien étudiant ici, et le meilleur ennemi de Massimo. Il partage au moins 2 choses avec l'Italien, sa passion pour Galilée et celle des livres anciens. Quand j'ai appris l'italien et que j'ai commencé à lire Galilée, j'étais émerveillé par sa manière d'écrire. C'est comme lire du Shakespeare, sauf que ça parle des sciences. Galilée est un merveilleux styliste de la prose. Il est drôle, il est direct, il est spirituel et incisif. Il est loin de ce qu'on peut imaginer de l'écriture scientifique. C'est au printemps 2012, 7 ans après l'apparition du Sidereus nuncius de Massimo De Caro, que Nick Wilding, alors jeune universitaire, va s'intéresser aux travaux de Horst Brett Camp et écrire une critique dans une revue spécialisée, le Renaissance Quarterly. J'ai donc proposé d'écrire une critique sur l'étude menée. On a tout de même affaire ici à une formidable équipe d'experts. Brett Camp est l'un des historiens de l'art les plus célèbres du monde. Paul Needham est le meilleur bibliographe historien des livres en exercice en Amérique du Nord. Au départ, j'ai écrit une critique très positive. Nick Wilding n'appartient pas au sérail des grands Galiléens. C'est peut-être cette indépendance d'esprit qui va l'amener à repérer dans le livre, que tous tiennent pour un miracle, ce que ses collègues et concurrents n'avaient pas vu. Donc, je pense que l'idée était dans l'air qu'on avait là un document qui allait tout changer. Et à partir du moment où Brett Camp a écrit sa première étude à partir de cet ouvrage, exposant quoi cela allait permettre une relecture de Galilée du point de vue scientifique, je crois qu'il est devenu difficile psychologiquement pour quiconque, dans son équipe, de se distancer de son approche et de dire simplement « Et si c'était un faux ?» Coup de théâtre. Durant ses recherches, Nick Wilding apprend qu'en 2005, un autre exemplaire du Sidereus nuncius qui semblait douteux a été retiré de la vente de chez Sotheby's au dernier moment. Il s'agissait d'un exemplaire hybride qui ne comportait pas les gravures à l'eau forte des lunes, mais des reproductions de mauvaise qualité. Nick Wilding m'a envoyé un email où il disait qu'il venait d'apprendre qu'une autre copie, dont j'ignorais l'existence, avait été mise en vente chez Sotheby's à New York. L'Anglais a repéré une anomalie.
une tache suspecte sous le P du mot privilegio de la couverture et un point au-dessus de la lettre L de Galileo. Étrangement, on les retrouve à l'identique sur l'exemplaire Lannes. Je suis donc allé vérifier autant de copies que possible, de copies authentiques du Siderus Nuncius, juste pour être sûr que ces marques n'apparaissaient pas dans les copies authentiques. Or, elles sont tout à fait nettes. Après Nick Wilding, c'est au tour de Owen Gingerich d'avoir de sérieux doutes. Attendez, il y a un problème ici. Avant de publier son livre, Galilée avait reproduit ces lunes sur la feuille de Florence, conservée dans la bibliothèque de la ville. C'est à partir d'elle que tous les dessins du Siderus Nuncius ont été réalisés. Voici l'ordre dans lequel Galilée a dessiné les lunes. La première et la deuxième, qui ne seront pas dans le livre. Puis il dessine 3 autres lunes. Il lui reste alors un espace libre. Soucieux de ne pas mordre sur les autres dessins, il tourne donc la feuille pour y reproduire en toute facilité cette dernière lune. Sur la copie de Lannes, cette lune va étrangement se retrouver dans cette position inclinée. C'est une erreur que Galilée n'aurait jamais pu commettre au moment de faire son livre que de reprendre le dessin dans cette position, avec cette rotation, parce qu'il savait pertinemment que ce n'était pas ainsi qu'on voyait la Lune. Comment Massimo a-t-il pu laisser passer une telle erreur? Peut-être a-t-il voulu reproduire le plus fidèlement possible la feuille de Florence pour se rapprocher un peu plus de Galilée. À ce moment-là, le doute commence à s'installer, les indices s'accumulent, et Richard Lannes demande une contre-expertise. Je n'ai aucune idée si quelqu'un, à ce moment, s'est dit que le livre dans son ensemble était falsifié. À Berlin, on approfondit l'enquête. Des experts de 14 institutions différentes décortiquent sous toutes les coutures l'exemplaire Lannes. L'analyse microscopique du papier révèle la présence de traces de fibres de coton. Anachronique, mon cher Watson. Car au début du XVIIe siècle, seuls le chanvre et le lin étaient utilisés pour la fabrication du papier. La science a tranché, c'est bel et bien un faux. Il ne manque plus que la sanction médiatique. Elle tombera fin 2013 dans un article du New Yorker. Non, c'est une contrefaçon, c'est tout. C'est une contrefaçon. C'est peut-être un nouveau genre de contrefaçon. C'est à l'évidence un faussaire habile. Jusqu'à la fin, je me suis dit que cela ne pouvait pas être une contrefaçon. Que d'intelligence mobilisée. Et pourquoi? Parce qu'un homme, un jour, a construit une entreprise redoutable. Qui était Massimo avant d'être le grand des carreaux? Juste un enfant curieux, fils d'un professeur de philosophie et d'un professeur d'histoire, qui tombe un jour dans la bibliothèque de son grand-père sur une encyclopédie et s'arrête au chapitre Galilée. Comme beaucoup de petits garçons, il rêve d'être astronome. Je dois mon amour pour Galilée aussi à mon grand-père maternel, parce qu'à un moment, il avait chez lui cette vieille encyclopédie Conoscere. Et je me souviens qu'un des personnages qui m'a fasciné tout de suite était Galilée. Sa vie est scellée. Sa curiosité juvénile va devenir passion. Sa passion, obsession. Son obsession va le rendre audacieux, toujours plus audacieux. Comme Galilée fut, en son temps, jugé téméraire, bien trop téméraire. Au début, comme dans tous les métiers, Massimo, jeune marchand de livres anciens, bricole, repère les bonnes adresses, les bons deals à venir. Tout débutant veut gagner de l'argent, mais juste pour assouvir sa passion. Puis un jour, souvent par hasard, il découvre qu'il peut s'enrichir avec cette passion. C'est ce qui arrive à Massimo quand un libraire de Turin lui propose 14 millions de lire pour un exemplaire de l'essayeur de Galilée, trouvé dans la cave d'un ami d'Orvieto. Il ne sait pas encore que bientôt, il vendra un Galilée 450 000 $. Mais son côté Gordon Gekko, le héros de Wall Street, est né.
l'avidité s'ajoute à sa passion. Passion qui va le mener en Argentine, le pays qui va faire sa fortune. Massimo va alors passer une semaine par mois en Argentine. De 2002 à 2005, j'ai gagné des millions d'euros. Parce que j'achetais pour très peu en Argentine et je revendais pour beaucoup en Italie et aux États-Unis. Massimo se forme en écumant les petites librairies et les grandes foires du monde, traquant toujours l'ultime objet de son désir, une première édition d'un Galilée. Et donc toute ma démarche était faite pour pouvoir suivre ma passion. Négocier des livres, commercialiser des livres, tout ça dérivait de ma passion pour les livres anciens. Mais surtout, c'était pour me faire de l'argent, pour m'acheter des livres de Galilée. Lugano, 2003. Dans cette petite ville suisse, Massimo va réaliser le coup du siècle. Un trésor se cache ici, le volume 2 des œuvres complètes du philosophe Plutarque, dans une édition de 1470. Un incunable, c'est-à-dire un livre imprimé avant 1501. En faisant des recherches sur ce livre, je me suis rendu compte que le premier volume de cette œuvre était à la Bibliothèque du Vatican. Ce n'est pas n'importe quelle bibliothèque, c'est la bibliothèque de livres anciens la plus importante du monde. Quand on trouve la pièce manquante d'une collection, elle a une valeur inestimable. C'est un peu comme l'histoire du verre d'eau. Ça coûte combien un verre d'eau ici, maintenant? Et ça vaut combien dans le désert? Massimo organise alors un échange spectaculaire avec le cardinal Meria, directeur de la Bibliothèque du Vatican. Le Plutarque manquant, plus 70 incunables, contre 2 livres extraordinaires et 3 Galilées dans leur première édition. La copie Barberini du Dialogo di Galileo, la copie personnelle du pape, celle qui a appartenu au pape qui a condamné Galilée. Comment est-il possible qu'il ait voulu céder cet ouvrage? La seule raison que je puisse voir, c'est que quelqu'un de l'intérieur a été tellement charmé par Massimo De Caro qu'il ne s'est pas rendu compte que c'était une mauvaise affaire. La seule chose que j'ai entendue, c'est que ce Massimo De Caro était très proche du cardinal Meria. C'est la seule chose que j'ai entendue. Je ne l'ai pas lu, il ne me l'a pas dit, je l'ai juste entendu. J'ai entendu ça comme j'ai entendu d'autres choses liées au monde des livres. On soupçonne Massimo de piller le patrimoine culturel de l'humanité. Pure jalousie de marchand sans audace, riposte-t-il. Il faut bien se dire que cette opération que j'ai faite avec le Vatican a généré d'emblée d'énormes envies de la part des autres libraires, à tel point que certains libraires sont allés porter plainte auprès de la police pour spoliation du patrimoine culturel, laissant entendre que j'avais volé ces livres à la Bibliothèque du Vatican. Tant et si bien qu'il y a eu une enquête de police. Et la gendarmerie du Vatican leur a dit « Écoutez, arrêtez donc parce que tout est régulier. » Tout est en règle. Jean-Paul II en personne a autorisé l'échange. Mais le pape n'est plus là pour le confirmer. Lui qui réhabilita Galilée en 1992, en reconnaissant les manquements du Saint-Siège qui avait forcé le savant à abjurer ses erreurs et ses hérésies. Buenos Aires, ville de Borges. C'est là que l'homme de Vérone décide d'installer sa petite entreprise créative, plutôt originale. Les artisans y sont doués et les prix bon marché. C'est alors qu'une idée m'est venue, surtout après avoir lu une histoire qui est dans le recueil de Borges qui s'appelle Fiction. Dans Fiction, il y a l'histoire d'un écrivain qui voulait absolument réécrire le Quichotte. Mais il ne voulait pas écrire sa version du Quichotte. Non,
Il voulait écrire le Quichotte comme Cervantes, voire même mieux que Cervantes, de manière plus identique au Quichotte que Cervantes l'avait lui-même fait. Naturellement, dans la vision utopique de Borges, c'est une fable, juste une histoire. Mais cette idée de faire un livre plus original que l'original me semblait un défi qui me captivait. Le livre le plus beau de Galilée du point de vue scientifique, c'est le Siderus Nuncius. Pour réaliser son chef-d'œuvre, Massimo va travailler à partir d'un vrai Sidereus Nuncius, acheté à une famille argentine 270 000 $. Comme il était à moi, j'ai pu le prendre, l'enlever de ses attaches et l'ouvrir pour pouvoir recopier non seulement le filigrane, mais aussi le nombre de lignes transversales, ces lignes horizontales qui traversent toute la page. Massimo, passionné et méthodique, va programmer toutes les étapes nécessaires à la reproduction d'un livre au début du XVIIe siècle. Son premier challenge sera de reproduire un papier authentique du XVIIe jusqu'au filigrane. Et reproduire un filigrane n'est pas une mince affaire, parce que le filigrane, signature du papetier, est un fil de fer cousu dans le moule à papier. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un d'autre qui ait fabriqué du faux papier avant. Pour autant que je sache, c'est la première fois que quelqu'un essaie de falsifier les filigranes dans le papier. Là, il faut reconnaître que Descarreaux a une grande idée. Cette contrefaçon présente des filigranes qui étaient authentiques. Il est possible de contrefaire des filigranes, mais quel effort! Pour reproduire les gravures à l'eau forte, Massimo fait appel à une jeune artiste de Buenos Aires. Comme ça, à la voir, elle semble parfaite, tout à fait identique à celle du livre de Galilée. Le problème, c'est que quand j'ai placé la plaque qui imprime cette gravure sur le livre, je peux vous assurer que le résultat était déprimant. Ainsi, je me suis rendu compte qu'il était impossible d'imprimer le Nuncius avec les lunes. Dans le parcours sans faute de Massimo, qui semble presque un jeu d'enfant, surgit soudain un obstacle imprévu. Comment reproduire les gravures des lunes à l'eau forte? Alors voilà, ça c'est une eau forte. On la reconnaît à ces nombreux petits détails qui ondulent et qui ne seraient pas possible de faire à la main avec un burin. Donc c'est une eau forte, c'est une plaque de cuivre qui a été vernie. On a creusé le vernis avec un petit outil et les endroits où le vernis a été creusé, quand on va mettre la plaque dans un bain d'acide, l'acide va creuser qu'aux endroits où il n'y a pas le vernis. Après, on va retirer le vernis, on va ancrer et faire le tirage avec une presse. Mais rien n'est insurmontable pour Massimo. C'est à ce moment-là que mon amour, ma connaissance de Galilée, me sont de nouveau venus en aide. Je me suis souvenu que dans la correspondance de Galilée, il y avait une lettre de 1610, une lettre de Galilée au secrétaire du Grand-Duché de Toscane, qui dit « Je vous envoie des copies du Nuncius, mais certaines de ces copies n'ont pas de lune, parce que le typographe ne les a pas imprimées. » Ce qui veut dire qu'il est historiquement prouvé qu'il existait des exemplaires sans les lunes gravées. Donc je me suis dit, parfait, je vais faire un de ces exemplaires rarissimes sans les lunes. Ici, nous avons une copie avec des espaces blancs. Il s'agit d'un exemplaire inachevé. Ce phénomène typographique
à l'origine de ces exemplaires inachevés et ce qui a permis au Siderus Nuncius de De Caro de voir le jour. C'était une grande opportunité de faire une copie très spéciale du Siderus Nuncius. Si moi, je reproduis les lunes comme des aquarelles, que je place une indication manuscrite sur la page titre, où je dis que c'est Galilée qui a fait ceci, tout le monde se mettra à considérer l'authenticité de cette écriture et de ces lunes. Et du coup, ils ne feront plus attention à l'authenticité du livre. La distraction, ça joue un grand rôle. Si on arrive à distraire quelqu'un, on peut prendre son portefeuille dans sa poche sans qu'il le remarque. Pour l'encre de Chine, l'Argentine suffit bien. C'est Massimo en personne qui la déniche chez un antiquaire de Buenos Aires, avec en prime un morceau de carbone, à l'origine du dépôt noir identifié par Horst Bredkamp. J'ai dépensé 7 000 $ juste pour avoir ce petit morceau de carbone qui sert à faire la base qu'il y a sous les lunes, ainsi que l'encre pour les dessiner. Le carbone et l'encre noire sont tous deux du XVIIIe siècle. Et voilà comment l'artiste argentin a fait les lunes. Nous avons pris une bouteille de vin qui était dans ma cave de Buenos Aires, accompagnée de pata negra, un très bon jambon espagnol et de fromage. Ça a été une soirée vraiment amusante parce que ça me plaisait que ce canular que j'étais en train de faire prenne un tour des plus voyous. Et pour faire le cercle des lunes, nous avons utilisé des verres de vin. La présence du vin dans la création de Nuncius est au demeurant fondamentale, parce que Galilée, et ça peu de gens le savent, a donné la définition du vin la plus belle qu'on connaisse. Il a dit que le vin est un composé d'humeur et de lumière. La couleur de la lune ne satisfait pas Massimo. Tout va se jouer alors dans la cuisine. On décide de passer la lune au four à 120 degrés, le tout légèrement arrosé d'un peu d'acide chlorhydrique. Parce que, avec l'acide chlorhydrique qui s'évapore, chaque minute a l'effet de 10 ans de vieillissement du papier et de l'encre. Avec un simple tampon, on reproduit le cachet de l'Académie des Lynx qui attestera de sa provenance. Il reste à scanner les 37 pages, travailler avec un graphiste payé à temps plein pour respecter l'espace entre chaque caractère et reconstituer les bouts de lettres estampées. Un travail de titan. Cette personne a dû travailler lettre par lettre pour remplir les trous qui, avec les scans, s'étaient produits à l'intérieur des lettres. On y est presque. Mais comment restituer le relief des caractères dans le papier? La technologie moderne offre une solution nouvelle. Et De Caro va avoir l'idée de recourir à la technique des plaques photopolymères. Le cliché était fait avec des photopolymères. Donc, à la différence de l'original, qui était formé d'un ensemble de caractères mobiles individuels, nous obtenions à chaque fois un cliché qui représentait la page entière. Cela nous permettait d'obtenir un aspect fondamental qui est le relief. De tous les artistes réquisitionnés par Massimo, le seul non-argentin est le relieur. Donc pour la reliure, retour en Italie. J'avais une très belle couverture reliure originale d'un livre de 1650 qui était parfaite pour le Nuncius. Parfaite à une exception près. Le Nuncius était trop mince par rapport à la reliure. Et donc, j'ai décidé de rattacher au Nuncius un livre authentique, à savoir une partie de l'édition des œuvres de Galilée, imprimée à Bologne en 1656, qui est le prolongement du Nuncius.
Imaginez, ça a du sens. Imaginez quelqu'un qui trouve ce livre en 1656 pourrait bien avoir l'idée de le faire relier avec un autre livre qui est son prolongement. Et pour rendre uniforme la tranche des livres, je l'ai fait dorer, gaufrer alors, de manière à ce que la reliure soit complètement uniforme. À ce stade, nous avions un livre plus beau que celui de Galilée. Je suis arrivé à faire une chose plus originale que l'original de Galilée. Je pense que le faussaire a été très attentif aux aspects matériels. Le gaufrage des pages, le fait de le relier avec d'autres ouvrages galiléens, l'imitation du papier d'époque et le filigrane. Tous ces détails avaient été pensés pour duper le subconscient des experts. Imaginez la l'ivresse, le bonheur du faussaire qui réussit à coincer les spécialistes mondiaux avec son misérable supercherie. C'est extraordinaire. On sent là-dedans le désir de briller, de montrer son érudition et d'écraser surtout les autres par son savoir. Il y a quelque chose d'extrêmement vaniteux là-dedans qui est très amusant. Je ne pense pas qu'on ait pu faire des faux absolument parfaits pour un ouvrage aussi important que Galilée, par exemple. C'était une exception absolue. Dans un certain sens, c'était une bonne contrefaçon. La falsification est un acte criminel, avec intention de tromper pour un gain financier. Mais il n'est pas évident de savoir ici où placer la faute exactement. Descartes a dit que c'était clairement pour lui un canular. Si on me posait la question « Est-ce que tu regrettes le Nuncius ?» Pas du tout, parce que je ne l'ai pas vendu comme un authentique. Je vois ça comme une grande preuve d'amour pour Galilée et d'amour pour ce livre. Pour l'œuvre de sa vie, Massimo dit n'avoir touché que 150 000 $, soit à peu près l'argent que le livre lui aurait coûté en frais de voyage, de bouche et de main-d'œuvre. Son associé est censé avoir gardé le reste. En fait, il n'a pas fait l'objet d'une plainte en justice pour faux. Il a juste été mis en prison pour vol. En effet, ironie de l'histoire, Massimo a été assigné à résidence pendant 7 ans, mais pour une autre affaire. À ce jour, il a été jugé et condamné en 2012 pour vol massif de livres, alors qu'il était directeur de la bibliothèque des Girolamini de Naples, un haut lieu du patrimoine culturel italien. Tout en reconnaissant à son procès avoir fait quelque chose d'illégal et être prêt à payer pour son délit, il expliquera que sa seule motivation était de trouver des fonds privés afin de sauver ce temple de la culture qui tombait en ruine. Pour ce qui est du faux Siderus Nuncius, je suppose que c'est un crime. Mais je le vois comme un crime immensément moins grave que le vol de livres, et qui est pour moi un véritable crime, un véritable viol du patrimoine culturel mondial. Au royaume des faussaires, tout le monde ne se ressemble pas. Il y a les faussaires qui imitent et ceux qui créent. Massimo Descartes est de ceux-là, un faussaire créateur. C'est la grande tragédie de tout faussaire qui travaille de cette façon. C'est-à-dire pas pour l'argent, mais pour la reconnaissance, tout en devant faire attention à ne pas être reconnu. C'est un cercle vicieux. Cela veut dire qu'il est pris au piège. Il veut prouver au monde qu'il est plus fort que les spécialistes, qu'il est le vrai spécialiste, mais il ne peut le prouver que si sa contrefaçon est décelée. C'est pourquoi il existe un lien entre le faussaire et celui qui le démasque respectueusement. C'est psychologiquement indémêlable. Il existe donc une relation psychologique entre Descartes et Wilding. Nous partageons tous la même admiration pour Galilée. Mais dans mon idée, admirer Galilée ne vous donne pas le droit d'inventer de nouveaux documents que vous auriez aimé qu'il ait écrits. Si vous voulez écrire une fiction sur Galilée observant la Lune, pas de souci. Faites donc ça. Mais n'essayez pas de faire passer pour authentique sur le marché du livre rare un document falsifié.
Ça relève plus de la folie que de l'admiration. Disons que si on prend en exemple la Divine Comédie, je mettrais Brett Camp au paradis et Wilding à tous les coups en enfer. Seulement, Descarreaux, dans les lettres qu'il m'a écrites, aurait préféré que ce soit moi qui le démasque au lieu de Wilding, car il sent entre nous une sorte d'harmonie spirituelle. J'en ris. Que puis-je y faire? Je ne peux que le citer, je ne le cite pas textuellement, mais c'est le sens de ces lettres. Concernant la fameuse copie du Sidereus Nuncius proposée chez Sotheby's en 2005, Massimo pense qu'elle pourrait provenir d'un des membres de son équipe argentine. Alors, maestro, on s'est fait doubler? Si cette autre copie n'avait pas été réalisée, je pense qu'il aurait été bien plus difficile de détecter que la copie de Martin Land était un faux. Que s'est-il vraiment passé dans la tête de l'homme de Vérone? A-t-il voulu prouver qu'il était le plus doué des faussaires? Faire beaucoup d'argent? Défier le monde académique? S'approprier un peu du génie de Galilée? Vivre son amour pour Galilée jusqu'aux limites de la légalité et de la folie? Sans doute un peu de tout cela à la fois. Et comme disait Pirandello, un des auteurs fétiches de Massimo, à chacun sa vérité. Pendant ce temps, la Terre, indifférente à l'agitation des hommes, continue de tourner. Elle tournait déjà avant Galilée, mais personne ne le savait, ou ne voulait le savoir. Comment vous vous définissez? Je me définis comme un collectionneur. Si vous voulez, un collectionneur malade ou un collectionneur expert.